Le Coros Dura est-il le GPS parfait, le GPS ultime pour le gravel et le bikepacking? Réponse, presque. Est-il parfait? Absolument pas. A-t-il des défauts? Il en est blindé. Mais alors, c'est quoi le GPS parfait pour le gravel, le bikepacking? Quelles seraient les caractéristiques que l'on pourrait attendre de ce type d'appareil? C'est très simple. Ce que l'on attend, c'est un appareil léger, abordable, facile à utiliser, fiable et qui nous emmène là où on veut aller. Et ça tombe très très bien car le Coros Dura rassemble la plupart de ces caractéristiques, sauf pour la navigation qui est son principal défaut. J'ai reçu le Coros Dura à sa sortie en juin 2024 et depuis j'ai parcouru probablement autour de 16 000 km avec. L'année dernière, donc en 2024, là nous sommes en novembre 2025, j'ai fait la deuxième partie de 2024 avec d'autres appareils et un petit peu le Coros, mais pas totalement. Par contre, sur 2025, eh bien, j'ai trouvé que c'était vraiment le bon compromis entre ce qu'il propose et ce que j'attends d'un GPS. Il n'est absolument pas parfait, mais il a aussi d'immenses qualités qui méritent que l'on s'y penche un petit peu. Je l'ai notamment emmené cet été sur 4 grosses balades qui m'ont fait 4700 km, tout à chaque fois avec le Coros Dura. Ses principaux défauts sont au niveau vraiment de la cartographie et de la puissance de calcul, mais ce défaut amène aussi son immense qualité qui est la recharge et son autonomie. Si j'ai continué à l'emmener avec moi, malgré tous ses défauts, eh bien c'est très très simple. C'est justement parce qu'il est très très simple d'utilisation, presque rustique. Les menus sont extrêmement clairs, extrêmement faciles d'accès, il n'y a pas de sous-fonctions enchevêtrées dans d'autres sous-sous-fonctions difficiles à activer et à désactiver. Là, tout est très clair, tout est simple, presque simpliste. Il y a seulement 2 boutons, un bouton allume et éteint et une molette pour faire défiler les menus et également qui sert de pressoir, et à l'arrière la recharge avec un USB-C. Mais vraiment son gros point fort, c'est son énorme autonomie de 120 heures, selon l'utilisation de 70 à 120 heures, avec une recharge solaire qui, partant extrêmement clair, amène 1 à 2 heures de charge supplémentaire par tranche de 1 heure d'ensoleillement. Donc ça, c'est vraiment le gros point fort de cet appareil. Sa simplicité et sa recharge. Et c'est pour cette raison que je le conserve encore avec moi et que je l'emmène et que je l'emmènerai encore. Les paramétrages d'ensemble sont extrêmement faciles. Tout se fait avec l'application Coros sur téléphone pour personnaliser les menus. Donc on va avoir, comme sur la plupart des appareils, différentes pages de données, la durée totale, la vitesse moyenne, la fréquence cardiaque, plein d'autres informations qui sont très facilement paramétrables via l'application et ensuite transférables directement sur le GPS. Même chose pour les traces et pour les GPX que l'on va recevoir. Ça se fait très facilement entre un GPS que l'on va recevoir, que l'on va se mettre sur le téléphone et que l'on va ensuite transférer sur l'application Coros pour ensuite l'envoyer sur le téléphone. Attention néanmoins, petite limite, il est limité à 30 parcours, ce qui est relativement peu et ce qui est relativement vite utilisé. Donc, la plupart, par exemple, chez Garmin vont avoir un espace de 200 parcours. Lui, c'est uniquement 30 et ça va relativement vite. Mais bon, avec un petit peu d'habitude, on finit par les enlever, les remettre, donc ce n'est pas si catastrophique. Ce qui est intéressant également, c'est la connectivité avec d'autres appareils, notamment capteur de puissance, capteur de fréquence cardiaque. Dans mon cas, capteur de température corporelle. J'ai fait tout cela. Les pédales, je lui ai connecté des Loop Power X-Track à capteur de puissance et ça s'est passé avec une extrême simplicité. Pareil pour la ceinture cardiaque de chez Garmin, très facile. Très facile également pour le capteur de température corporelle de chez Core. Vraiment, la connectivité se fait très facilement. Il faut juste veiller au redémarrage du vélo, à parfois laisser un petit temps pour que tous les appareils se réveillent, se connectent bien à l'appareil et finissent par afficher leurs données sur les écrans. Autre fonctionnalité qui est elle aussi liée à la limitation des 30 parcours, c'est la facilité avec laquelle on va pouvoir créer un parcours sur l'application mobile et la transférer sur le GPS, que l'on soit pendant une activité ou juste avant une activité. Cette année, il m'est souvent arrivé de partir loin et de rentrer en train et de devoir faire la route à vélo jusqu'à la maison. Et bien pour cela, c'était très facile. J'arrivais à la gare, je lui indiquais la position où j'étais, l'endroit où je voulais aller. Il me faisait le parcours et je transférais instantanément en
presque quelques secondes ce parcours créé sur l'application vers le téléphone. Ça marche également pour une modification de parcours. Tu as une trace prédéfinie qui est déjà chargée dans l'appareil, qui est déjà en train de naviguer, donc tu es en plein milieu d'une activité et pour X raisons, tu te rends compte que tu veux aller ailleurs, tu veux faire autrement. Eh bien l'appareil, tu prends l'application Coros, tu refais un parcours différent et tu synchronises avec l'appareil en cours d'activité. Et là aussi, ça se fait en un instant et très très facilement, aucun problème de ce point de vue-là. D'où la limitation un petit peu gênante de 30 parcours, car lorsque l'on fait ça, on va accumuler des parcours finalement de liaison et non pas les parcours vraiment officiels que l'on voulait faire, mais plutôt le retour ou l'aller pour aller à la gare, revenir à la gare, ou des modifications. On va accumuler plein de parcours annexes finalement dans cette limitation de 30 vitesses, dans cette limitation de 30 parcours qu'il va falloir de temps en temps nettoyer. Et lorsque l'on oublie, nettoyer au moment où on veut faire un transfert parce qu'on n'a plus de place et qu'on a oublié de faire le transfert. Ça, c'est un petit peu gênant, mais pas trop. Et puisque l'on parle de la limitation, et puisque l'on parle des GPX, et puisque l'on parle des GPX, des parcours et de tout ça, son gros défaut, c'est la lenteur de calcul. Certes, la faible puissance du processeur amène une énorme autonomie, donc il ne consomme pas beaucoup, il n'est pas très puissant mais il ne consomme pas beaucoup, donc il a une énorme autonomie renforcée par le panneau solaire, mais par contre il ne digère absolument pas les gros parcours. Cet été, je suis parti pour faire une grosse tournée, je suis parti sur une trace de 1700 km, et je lui ai mis la trace de 1700 km comme ça, pour voir, pour rigoler. Eh bien, lui et moi n'avons pas rigolé longtemps. Au bout de 30-40 km, il s'est arrêté net, plus rien ne fonctionnait, la trace était figée, les boutons ne fonctionnaient plus, il a fallu s'arrêter, faire ce que l'on appelle un hard reboot, donc les deux boutons ici enfoncés pendant une trentaine de secondes pour qu'il redémarre. Et à partir de là, j'ai dû abandonner ma trace de 1700 km et faire des traces jour par jour entre eux, peu importe. Mais en tout cas, revenir sur des traces quotidiennes parce que justement, et lui comme d'autres, ne supporte pas très bien les grosses traces. Donc là, le fichier de 1700 km faisait 12 mégaoctets, ce qui quand même n'est pas beaucoup. Et quand même, en 2025, que les GPS ne soient pas capables d'encaisser de gros fichiers, de 12 mégaoctets, je trouve ça quand même un petit peu dur à encaisser, considérant que nos téléphones portables ont une puissance colossale. Quand même, je trouve ça vraiment dommage. Donc, je sais que l'habitude et l'usage est de sectionner un parcours en différentes portions pour faciliter à la fois l'usage, à la fois de se dire non, il ne me reste pas 1700 km, mais il m'en reste que 200 pour la trace d'aujourd'hui. Ça, je sais bien, mais il fallait que je tente l'expérience. Et de plus, le coupage d'un GPX est parfois une opération un petit peu fastidieuse. Donc si tu ne sais pas faire, j'ai fait une vidéo ici sur comment découper un parcours GPX simplement avec un outil gratuit, open source et disponible en français. Donc la faible puissance de calcul est un des véritables défauts parce qu'on va être obligé de temps en temps de découper nos parcours. Par contre, à l'usage, même sur une trace de 500 km, 700 km, je n'ai pas relevé de véritables problèmes et de véritables bugs de moments où il s'arrête, ce qui a pu arriver avec d'autres appareils. Ça, en revanche, ça ne m'est pas arrivé. Donc de ce point de vue-là, c'est plutôt pas mal. Il est simple, il est rustique, mais ce qu'il sait faire, il le fait bien, ce qui est finalement plutôt un bon point. Il ne fait pas moult trucs, mais ce qu'il fait, il le fait très bien. Toujours dans la cartographie elle-même n'est pas géniale. Il est rustique, il est simple, et la cartographie est exactement à cette image. C'est simple, c'est rustique, c'est même un petit peu basique. Et dans les fonctionnalités que je regrette depuis le début, parce que quand il est sorti, il était pratiquement inutilisable. Il est sorti en juin 2024, et à ce moment-là, les fonctionnalités étaient quand même vraiment limitées, et on est plusieurs journalistes testeurs à s'être demandé s'il était vraiment utilisable. Or, depuis, on a pu constater moult mises à jour et on a pu voir de nombreuses améliorations. Ce n'est pas encore parfait, c'est loin d'être le cas, mais ça s'améliore progressivement. Et parmi les défauts que l'on peut relever, vraiment la cartographie est trop basique, donc c'est une OpenStreetMap.
pas beaucoup de détails, mais on a quand même la trace. On a quand même les routes. Alors tout n'est pas détaillé, hein. Il arrive fréquemment que je passe par des trucs où le chemin que je vais emprunter n'est pas cartographié, mais ce n'est pas grave parce que j'ai la direction sur le GPS et j'ai visuellement un chemin devant moi, donc je suppose que c'est par là, donc pas d'inquiétude. Et par contre, là où c'est vraiment gênant, c'est que sur la cartographie, j'ai bien le chemin, mais la trace, la bande de couleur qui m'indique la trace est plus large que le chemin. Donc, dans mon cas, c'est une bande violette et elle est plus large. Et lorsque l'on arrive sur une section, par exemple forestière, je me souviens l'été dernier sur le Tour de Creuse, d'une descente avec une épingle à cheveux en bas, mais vraiment la pure épingle, hein, tu vois, ça faisait vraiment un demi-tour, avec, après l'épingle, un petit zigzag en un espace vraiment réduit. Eh bien, non seulement comme la trace est plus épaisse que le chemin, j'avais une sorte de gros pâté violet sur mon GPS, sur l'écran, et donc ce qui faisait que je ne pouvais pas voir vraiment où je devais aller, parce que en plus, à l'issue du zigzag, j'avais plusieurs routes possibles. Tu vas me dire, bah zoom, hein, Richard, voyons, zoom. Eh bien non, parce qu'on est aussi limité sur le zoom et on ne peut pas aller autant dans le détail qu'on pourrait le souhaiter. Il manque pas grand-chose, il manque un cran de zoom, d'aller un poil plus en avant pour vraiment avoir du détail, et il nous manque également, en tout cas ce qu'il faudrait, c'est réduire la taille de la bande de couleur qui indique la trace. Là, ça nous donnerait vraiment une visibilité, parce que là, eh bien, en bas, au moment où j'avais les différentes options devant moi, je ne savais pas où je devais aller. Donc il faut s'arrêter, essayer vers un côté, essayer vers un autre pour peut-être espérer que le troisième choix soit le bon. Et effectivement, c'était le bon. Mais la trace est trop épaisse, on ne peut pas zoomer. Et en plus, cerise sur le gâteau, comme il est un petit peu lent, eh bien, dans un virage, c'est très facile à constater. Tu prends un virage assez vite, assez serré, eh bien toi tu es déjà sorti du virage, que lui il est encore en train de se repositionner à la sortie du virage. C'est assez rigolo et à la fois assez énervant à constater. Donc oui, il est bien, il est simple, il est basique, il est rustique, mais son manque de puissance fait que, et son manque d'ergonomie sur certains aspects, le zoom, la trace trop épaisse fait que des fois sur des orientations, sur de la navigation où il faudrait de la précision et de la minutie, là il est carrément à la ramasse. Bon, il faut quand même se détendre, ça m'est arrivé une poignée de fois, mais la plupart du temps ça se passe très très bien, et on n'est pas toujours dans des endroits comme ça avec des circonvolutions, avec un multiple choix, avec des épingles qui zigzaguent, avec 14 choix devant toi comme un échangeur. C'est pas non plus quotidien. Donc ça arrive. Maintenant que tu es au courant, sache-le. Donc ça demande un tout petit peu d'anticipation, même sur de la navigation un petit peu plus facile, ça demande un poil d'anticipation pour regarder le GPS, savoir qu'il est un petit peu lent, savoir qu'il a un temps de retard, bien observer le terrain et ensuite partir, tout simplement. Donc ça, c'est pas un problème. Par contre, quand on se trompe, là où c'est un véritable défaut, et ça c'est un vrai défaut, parce que ça peut occasionner éventuellement des vrais problèmes, et c'est une vraie source de problème. C'est que quand on fait un reroutage, tu pars dans une mauvaise direction sur X secondes, X mètres ou X minutes, X kilomètres, eh bien, il n'est pas capable de faire un reroutage si le téléphone n'est pas allumé. C'est-à-dire que lorsqu'on est en activité, eh bien, le compteur doit être connecté au téléphone. Si le téléphone est en mode avion, ce qui est souvent l'usage sur les longues sorties ou sur les ultras, pour préserver la batterie du téléphone en cas de problème, puis aussi pour simplifier la vie avec la recharge, tout simplement pour minimiser le nombre d'appareils à recharger à un moment donné, eh bien si on se trompe, il ne va pas être capable de recalculer parce que le téléphone est en mode avion. Et bon, j'ai des anecdotes à l'étranger où je suis passé dans des zones blanches pendant 24 heures, sans réseau, sans rien, mais on est en France et malheureusement la Startup Nation fait qu'on n'a pas non plus un réseau magique et qu'il est très fréquent de passer dans des endroits où on est au téléphone, ah attends je te rappelle ça capte pas. Et ça, des endroits comme ça en France il y en a un paquet, ça dure jamais très longtemps, mais n'empêche que ça peut arriver donc à la campagne, en montagne, dans certaines zones un petit peu reculées, c'est très facile de se retrouver sans réseau et donc sans capacité de reroutage. Bon, si vraiment on s'est trompé de direction, on fait demi-tour
et on reprend la trace. Et si on s'est trompé de beaucoup, eh ben, c'est peut-être pas un problème du GPS, c'est peut-être aussi un problème du pilote. Donc, faut pas non plus toujours mettre sur le dos, tout mettre sur le dos de l'appareil. Nous aussi, en tant que sportifs et sportives, ben, on a aussi une responsabilité dans l'attention que l'on va porter à la navigation. Donc, ça peut être un problème, mais c'est aussi à nous parfois de faire attention. Bien entendu, sur de la navigation sur route, donc ce que l'on va appeler de la navigation de grand boulevard, il est absolument parfait, il n'y a pas de piège. C'est la route, virage à gauche, virage à droite, il n'y a pas des dizaines d'options, ça se passe très très bien et pour ça, il est parfait. Les problèmes arrivent lorsque l'on va en tout terrain, que l'on va être sur des sections sinueuses avec des changements de direction fréquents, avec de multiples choix devant nous qui vont mettre vraiment en défaut sa vitesse de calcul et sa précision. Vraiment, les problèmes commencent sur ce type de pratique quand on commence à aller finalement sur du gravel, du bikepacking un petit peu engagé, voire très engagé, ce qui n'est pas le cas de tout le monde. Donc au final, il n'est pas si mal que ça. Oui, il a des défauts, mais qui sont quand même relativement compensés par ses qualités de simplicité, de rusticité, de tarifs relativement abordables. Il est environ en ce moment, en novembre 2025, aux alentours de 290 €. Il pèse 98 grammes. Il est facile à prendre en main. Il est facile à utiliser, même lorsque l'on est fatigué. J'aime bien la fonction arrêt pendant une activité, tu sais. Ce qui est agréable quand on fait un truc en bikepacking, c'est d'avoir le point de départ et le point d'arrivée, la trace complète sur, par exemple, un 1000 km. Pour ensuite afficher ça, ça procure un sentiment de satisfaction et un côté travail bien fait jusqu'au bout, plutôt qu'un truc fractionné parce qu'on a fait des erreurs de manipulation lorsque arrive le soir, qu'on s'arrête pour faire un petit dodo et que l'on aimerait mettre le truc en pause et reprendre le lendemain matin. Là, ça m'est arrivé fréquemment sur d'autres appareils de mettre en pause, de vouloir éteindre l'appareil et finalement de valider l'activité et de me retrouver avec 1 jour et demi, 2 jours et demi d'activité, donc une trace un peu branlante. C'est pas nul parce que c'est fait. Tant pis, de toute façon je le sens bien dans les jambes que c'est fait, il n'y a pas d'inquiétude, mais c'est toujours satisfaisant et ça procure toujours un sentiment de fierté d'avoir le boulot fait de A à Z. Donc ça j'ai vraiment apprécié parce que la fonction est très simple, de mettre sur pause et de tourner un peu la molette et de faire reprendre plus tard, valider et d'éteindre le GPS. Et lorsqu'on le rallume, on choisit l'activité, gravel par exemple, et on repart sur la trace de la veille, et ça c'est vraiment très très bien. Donc oui, il est simple, il est basique, il est un peu rustique, mais néanmoins une rusticité avec la petite pointe de modernité qui fait qu'on l'aime bien. Pour mettre des capteurs, capteurs de puissance, capteurs de fréquence cardiaque, etc., ce que tu veux. Personnalisation des menus à outrance, donc ça c'est vraiment vraiment cool. Visualisation des ascensions avec juste encore cette histoire de zoom où j'aimerais bien pouvoir dézoomer à fond une ascension par exemple pour ne pas avoir le côté démoralisant de oh, putain il me reste X kilomètres. Ça j'aimerais bien. Malheureusement ce n'est pas possible. Par contre la décomposition des pentes est relativement fiable et même sur des pentes importantes, il donne quand même une bonne idée de ce qui se passe actuellement et de ce qui nous attend après avec une bonne possibilité d'anticipation. Donc ça permet quand même de se projeter un petit peu et de savoir ce qui nous attend. Donc toutes ces fonctions donnent quand même un appareil simple, efficace et qui est plaisant à utiliser parce qu'on ne se retrouve pas paumé dans des dizaines de milliers de menus, de sous-menus, de sous-sous-menus, tous avec des noms les plus obscurs les uns que les autres. Donc pour ça, c'est très très bien. Pour du gravel, pour du bikepacking, il est presque parfait. Ses qualités viennent presque compenser ses défauts et ses défauts sont relativement faciles à vivre avec. Si on a une pratique un petit peu réfléchie, un petit peu responsable, que l'on fait attention à ce qu'on fait et que l'on anticipe un petit peu finalement ses défauts, donc à ce moment-là tout se passe bien. Pour du bikepacking route, de l'ultra route, il est presque parfait. Et évidemment son autonomie font que c'est un appareil redoutable parce qu'on va s'enlever le poids, la charge mentale de devoir le recharger tous les jours et ça c'est quand même un petit gain de temps et c'est également une pression mentale en moins parce qu'on se dit bah c'est bon ça va tenir et s'il y a un petit peu de soleil ça tiendra sans aucun problème. Donc pour résumer il est presque parfait, il coche quasiment toutes les cases de ce que l'on pourrait attendre pour un appareil parfait pour le gravel, le bikepacking et l'ultra
il a des défauts, mais c'est relativement facile de passer outre. Merci d'avoir regardé cette vidéo et à très bientôt.